ici à l'IEX. Et alors c'est Aurélie Muloa qui va nous introduire cette conférence. Je te donne la parole. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, et donc bienvenue ce soir à l'IEX pour le second volet des conférences Décoloniser les regards pour affronter l'urgence écologique, pardon. Et je suis très honorée d'introduire la thématique du jour, Europe-Afrique, regards croisés autour des écoféminismes. Et je tiens avant toute chose à remercier Etopia pour l'organisation de cet échange qui est plus que nécessaire. Alors, ce soir, nous aurons le plaisir d'écouter trois panélistes brillantes qui sont donc Myriam Diallo-Dramé, Bénédicte Zitouni et Nathalie Grandjean. Myriam Diallo-Dramé, je vais commencer par vous. Vous êtes venue de loin déjà, donc merci pour ça. Du Mali plus précisément. Vous êtes diplômée de l'Université de Montréal en sciences politiques. Vous êtes la coordinatrice régionale Afrique subsaharienne du réseau international de connaissances sur les femmes en politique, qui s'appelle donc I Know Politique. Et vous êtes la présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable au Mali. C'est bien ça? Pardon? Le poste précédent, je ne l'occupe plus. Bon. En tout cas, ça a été une réalité à un moment. Nathalie Grandjean. Vous êtes docteur en philosophie et chargée de recherche FNRS à l'Université Saint-Louis. Vos domaines de recherche sont le corps et la technologie, l'éthique du numérique, la philosophie féministe et les écoféminismes. Ouais. En plus de cela, vous êtes également administratrice de SOFIA, le réseau belge des études de genre, et membre du comité de gestion du master spécialisation en études de genre. On est bon? Oui. C'est super. Bénédicte Zitouni, vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Saint-Louis, ici à Bruxelles, et directrice du CESIR, je prononce bien, qui est donc le Centre de recherche et d'intervention sociologique de Saint-Louis. Votre travail s'articule autour des questions d'écologie urbaine et d'humanité environnementale. Vous êtes également membre du groupe d'études constructivistes de l'ULB et membre du conseil scientifique des archives d'Etopia. Voilà. Et last but not least, Delphine Masset, qui sera donc la modératrice de ce soir. Vous êtes diplômée en sociologie et en philosophie et actuellement conseillère à la prospective chez Etopia. Voilà. Donc merci à vous d'être là ce soir et je tiens de nouveau à exprimer ma reconnaissance pour vos engagements respectifs et pour les actions de recherche et de terrain que vous menez. Pour ma part, je vais quand même me présenter rapidement. Je m'appelle donc Aurélie Muloa, je travaille à l'ICHEC et en 2020, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Belgian Entrepreneur. Et le but de cette plateforme est de visibiliser l'entrepreneuriat afro-belge féminin. Donc, au travers de différents types d'actions, je mets en avant, nous mettons en avant différents types de profils de femmes noires entrepreneurs en Belgique dans tout type de secteur. En quelque sorte, donc, j'essaye un peu de décoloniser le regard posé sur le monde entrepreneurial belge, qui est massivement masculin et massivement blanc. Et du coup, étant en permanence en contact avec des femmes noires belges, pour la plupart originaires de pays d'Afrique subsaharienne, mais qui vivent en Occident, je prends d'autant plus la mesure de l'importance de la soirée de ce soir et de la nécessité en fait de croiser les regards sur les questions d'écologie. L'urgence écologique n'est plus approuvée. Et croire que l'on peut penser des solutions globales uniquement depuis l'Occident est illusoire, et penser que l'on puisse développer des solutions pour le monde sans avoir une vision collective et conjointe avec le sud de la planète l'est tout autant. L'impact des dérèglements climatiques sur l'économie et sur les populations les plus fragiles, et donc sur les femmes, se fait de chaque jour de plus en plus évident, et l'intégration des problématiques du Sud doivent alimenter les réflexions qui se prennent ici. Je vais évoquer Bell Hooks, qui est donc une afroféministe américaine qui nous a quittés en fin d'année dernière, et sa théorie de la marge et du centre. Ici, on est au centre du pouvoir mondial. Et il est vraiment essentiel en fait d'amener au centre les problématiques que certains considèrent comme marginales, comme périphériques. Et du coup, aujourd'hui, décoloniser les regards, c'est penser ensemble, c'est comprendre, c'est analyser, c'est stratégiser et c'est surtout construire ensemble.
Du coup, avant de vous quitter, je voudrais vous partager l'histoire, le récit de Maya Diagne, qui est une entrepreneure qui vit ici à Bruxelles et qui était la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Sabou. Sabou, c'était une... Je vois que ça hoche la tête, oui. Sabou, c'était une boutique de cosmétiques bio et zéro déchet qui se trouvait ici à Uccle et qui a donc fermé. Et tout le temps où Maya tenait sa boutique, elle se disait qu'elle voulait faire plus pour son pays d'origine, le Sénégal. Covid, travaux de voirie, enfin bref, la vie a fait qu'elle a dû fermer sa boutique et se réinventer. Et en fait, pour se réinventer, elle a essayé de mettre au cœur de sa réflexion, de sa stratégie commerciale, de tout ce qu'elle met en place, le sort des femmes dans son pays et le sort des femmes précarisées. Et son choix s'est porté sur les femmes qui sont incarcérées en fait au Sénégal, et elle a fait l'engagement d'acheter des terrains aux abords des prisons pour que les femmes qui sont incarcérées puissent travailler, puissent récolter les matières premières dont elle a besoin, et du coup intégrer ces matières premières dans ses produits et également verser un salaire en fait à ces femmes, et que l'argent qu'elles auront gagné puisse servir à envoyer leurs enfants à l'école. Donc socialement, on se rend compte que l'initiative est plus que louable, et écologiquement aussi, parce qu'elle a une meilleure vue et prise sur les productions, sur ce qu'elle produit, sur ce qu'elle injecte dans ses produits, sur les produits qui vont revenir jusqu'ici. On se rend compte que tout ça, c'est un cercle, et qu'en fait, en mettant au cœur de sa réflexion en fait, les femmes les plus précaires, les femmes du Sud, au final, on crée un cercle vertueux qui finit aussi par nous revenir. Donc voilà, des récits comme celui de Maya, j'en connais des dizaines. Je pense qu'il y en a encore plus qui sont autour de nous. Et c'est clairement la concrétisation du fait que oui, en fait, pour réfléchir les enjeux de demain, on a besoin en fait de mettre les personnes les plus précaires au centre de nos réflexions. Donc voilà, pour conclure, vraiment, je vais vous citer une citation que j'apprécie particulièrement, et qui est celle de Chico Mendes, qui dit que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et à ça, j'ajoute que l'écologie, en fait, sans lutte féministe, c'est du jardinage, et que l'écologie sans lutte décoloniale, c'est du jardinage. Du coup, voilà, je vous laisse en compagnie de nos panélistes, et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà en octobre, on prend de l'avance, pour le troisième volet de ce cycle de conférences, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Aurélie. Donc en effet, on a cette chance et j'ai l'impression que c'est encore assez rare de pouvoir décentrer notre regard en tant qu'écologiste. C'est quand même encore nouveau pour nous de le faire, et ce soir on va le faire de deux manières, et ça c'est encore plus extraordinaire. Puis à la fois au travers de la question du rôle des femmes, des féministes ou des écoféministes, ça dépend, on verra si ce terme convient pour tout le monde, et à la fois au niveau du continent africain. Voilà, et donc je trouve ça extrêmement enthousiasmant, puisque souvent, en effet, on est entre européennes en train de parler de l'écoféminisme, et qu'on se rend bien compte qu'il y a une nécessité d'aller voir ailleurs ce qui se fait aussi. Donc un grand merci Mariam Diallo Dramé d'être là avec nous et de nous parler de ton point de vue, de là toi où tu travailles, c'est-à-dire au Mali, c'est ça, hein. Donc on l'a dit, tu es présidente de la FLED, c'est Association Femmes, Leadership et Développement Durable. Tu l'as créée en 2010, ou vous, peut-être vous étiez plusieurs au Mali. Et donc ma première question, c'était en fait, qu'est-ce qui toi t'a amené à rassembler en fait ces deux thématiques, voilà, du développement durable et des femmes? Qu'est-ce qui fait que pour toi les femmes ont un rôle particulier à jouer par rapport au développement durable ou à l'écologie en général? Voilà. Ça marche. Merci beaucoup de m'avoir invitée à cette conférence, et je remercie vraiment tout le monde pour l'accueil depuis que je suis arrivée. En fait, AFLED, quand on l'a créé, c'est déjà l'absence des jeunes femmes dans ce qu'on appelle le mouvement féminin. C'est que non seulement on a tellement de problèmes sur le plan, on va dire, de la santé, de l'économie, de l'éducation, concernant les femmes de manière générale, mais il y avait une absence de jeunes femmes, en fait, en tant que militantes d'associations et autres. Et c'est comme ça qu'avec d'autres camarades, nous avons créé AFLED pour faire participer, en fait, les jeunes femmes et porter la voix des jeunes femmes
dans ce combat féministe contre les discriminations et autres. Et ça, c'est quelque chose que nous avons réussi, en tout cas plus de 10 années après. Ça nous a permis de faire émerger une masse importante de jeunes femmes leaders dans différents domaines, vie publique, politique, culturelle, dans différents domaines, elles se sont investies. Et ça nous a aussi permis de mettre en avant d'autres problématiques dans le développement durable. Parce qu'en fait, l'écologie en tant que tel que conçu et, on va dire, pratiqué ici, au Nord, c'est pas ça, c'est pas du tout, on n'a pas ces réflexes-là, voilà, de tri des déchets, des choses comme ça, je sais pas, économiser l'eau, tous les gestes, comment vous appelez ça, les gestes... Les éco-gestes. Voilà, les éco-gestes que vous développez, c'est pas forcément à ça que ça renvoie pour nous. Pour nous, l'environnement, c'est, voilà, pour les femmes, elles doivent aller chercher de l'eau plus loin, elles n'ont plus d'eau et elles n'ont plus de bois. Et encore là, il y a ce problème-là, cet antagonisme, parce que voilà, la femme, elle souffre du changement climatique, mais en même temps, elle est actrice. C'est elle qui coupe le bois pour faire le charbon, mais en même temps, elle n'a pas d'alternative énergétique. On ne lui offre pas une autre alternative, elle n'a pas accès au gaz, parce que voilà, c'est trop cher, elle n'en a pas. Donc, elle est obligée de continuer, en fait, à ce système-là, à détruire la nature en sachant très bien que derrière, elle subit encore les conséquences de ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile. On essaye, voilà, avec des foyers améliorés, d'économiser quand même sur le bois qui est utilisé, mais ça reste toujours, c'est toujours la même chose, c'est que c'est du combustible, c'est le bois qu'on coupe. Et donc, le poids de ce qu'on appelle les travaux domestiques ou les travaux de soins non rémunérés sont vraiment accentués par le changement climatique. Parce que là, si elle faisait voilà, 5 km, 10 km pour aller chercher l'eau ou le bois, après, c'est encore plus loin. Et dans certaines parties, en tout cas au Sahel et au Mali, il y a un lien aussi maintenant de plus en plus fort entre les effets du changement climatique et l'insécurité qui est là, et toutes les questions après qui suivent de violences sexuelles, de violations des droits humains et tout ça dont sont victimes les femmes. Et il y a un lien aussi très fort entre cette dégradation de l'environnement et le décrochage scolaire des filles qui sont encore mariées plus tôt. Donc en clair, c'est transversal à tout. C'est comme le genre, c'est vraiment transversal. Dans quasiment tout ce qui se passe maintenant, on y voit en fait un effet très très pervers, pernicieux du changement climatique. Et donc, en créant AFLED, on voulait vraiment répondre à tout ce qui n'est pas véritablement traité et mis sur la table. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent sur ce volet développement durable. Et très vite, on s'est inscrit dans tout le plaidoyer pour le fonds vert, pour les femmes à la base. Et là encore, c'est pareil, on a ces montants faramineux qui n'arrivent jamais en fait à ces femmes-là. Donc, c'est de faire du plaidoyer pour qu'on puisse trouver des mécanismes pour apporter ces fonds-là à ces femmes à la base pour au moins leur accès à l'énergie et tout ça, faire des forages et autres. Mais voilà, trouver des solutions durables aux problèmes environnementaux et permettre aux femmes d'arrêter elles-mêmes aussi de contribuer à la dégradation de l'environnement. Et il y a un autre volet, c'est que voilà, elles ont quand même des techniques traditionnelles d'adaptation qu'il faut aussi valoriser et soutenir. Voilà. Et c'est quoi ces pratiques traditionnelles d'adaptation ? C'est surtout dans des communautés pastorales, elles savent un peu par rapport elles peuvent faire un peu la météo, anticiper sur la nourriture des animaux, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de techniques aussi agricoles dont elles disposent et qui doivent aussi être valorisées. Des fois, il y a des projets, comment on appelle ça, une sorte de mapping de tout ça dans certaines régions avec les points d'eau et tout, pour leur permettre de multiplier ça à une plus grande échelle.
Oui. Ok. Et je me demandais, est-ce que ça se situe, votre travail se situe au niveau des solutions ou aussi au niveau des constats et éventuellement de l'identification de responsables, ou même par rapport aux questions féministes avec ce regard occidental par rapport à la répartition des tâches? Est-ce que ça, c'est des choses aussi que vous traitez ou c'est pas la question pour vous? C'est pareil, c'est-à-dire que tout comme l'écologie, le féminisme, pour nous, c'est ce qui est, on va dire, j'ai envie de dire, prioritaire. Parce que pour quelqu'un qui passe toute la journée sous le poids des travaux domestiques, la question, par exemple, de s'occuper des enfants ou faire la cuisine, voilà, ça, c'est des détails auxquels on ne va pas s'attarder. Ça, c'est sûr que ces tâches-là, c'est pour elles. Mais pourquoi nous, quels sont nos arguments pour dire, sans aller choquer, on va dire, la culture, c'est de dire, si elle a plus de temps pour elle, elle pourra faire des études, elle pourra faire des formations, elle pourra gagner plus d'argent. Donc, en fait, l'angle de traitement, il est différent, en fait. On ne va pas forcément le mentionner sur le plan de l'égalité homme-femme, mais on va dire, OK, laissez les filles aller à l'école, comme ça, elles aussi, elles auront plus de chances de travailler, de gagner un revenu, plutôt que de dire, donnez-lui la même chance que le garçon. Parce qu'en disant ça, voilà, ça peut heurter certaines croyances, ça ne nous aide pas en fait à avancer. Donc, c'est toujours d'avoir des arguments économiques, de développement, de bien-être, plutôt que de mettre en avant le mot genre oui, nous avons aussi des droits en tant que femmes. Ça, nous, on peut pas, en l'abordant comme ça, on ne gagne pas en fait. C'est un peu ça. Et toi, au fond de toi, c'est ce que tu penses ou désires, ou c'est même pas un désir, cette égalité? Non, ouais. moi, bien sûr, moi, en fait, comme je l'ai dit, ça dépend de nos cibles. Si je suis dans un milieu intellectuel avec des femmes, voilà, dans la capitale, là, on parle d'égalité. Mais je ne vais pas dans un village avec les chefs de village, l'imam, et leur dire oui, nous réclamons que vos femmes participent à vos réunions, où vous décidez du sort du village, où nous voulons que vous laissiez toutes les filles étudier jusqu'au lycée. Non, on leur dit, oui, vos femmes, mais pourquoi, lorsque vous faites vos réunions, est-ce que vous parlez des problèmes des femmes? Ils vous diront oui, elles parlent entre elles. Mais nous décidons. Donc là, on leur dit d'accord, mais peut-être que quand elles parlent entre elles, elles peuvent vous souffler certaines choses que vous pouvez... Donc en fait, on est obligé d'agir de manière intelligente. Et autre chose, c'est que ces femmes-là, ce qu'elles veulent, elles, c'est pas l'égalité. Hein. Parce que l'égalité, elles la connaissent même pas en fait. Tu peux pas demander à quelqu'un ou lui... Parce qu'en fait, quand ça vient du Nord, c'est oui, il faut nous sommes tous nés libres et égaux, mais dans toute son éducation en tant que fille jusqu'à l'âge adulte, ce qu'elle a appris, c'est d'obéir, d'être une bonne épouse, soumise, etc. Donc, l'égalité, elle va la matérialiser ou se comporter de quelle manière. Elle n'a aucun schéma, en fait, pour le faire sur le plan, on va dire, des décisions, ne serait-ce que dans le ménage. C'est l'homme qui décide. Et même quand elle gagne des ressources, en vendant quelques produits, elle vient donner ses ressources à son mari. C'est lui qui décide quoi faire avec. Donc nous, féministes, contre les discriminations, pour l'égalité et tout ça, oui, mais ces femmes-là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc nous, ce que nous voulons, c'est d'assurer, on va dire, leurs droits humains, droit à la santé, santé sexuelle, santé de la reproduction, essayer de les aider à espacer les naissances, pour les filles, les grossesses non désirées, l'accès aux soins et l'accès à l'énergie et à l'éducation. Donc en fait, c'est j'ai envie de dire, des besoins, on va dire, primaires d'abord, qui doivent être assurés avant de mettre en avant tout ce qui est, on va dire, égalité de genre et tout ça. Ouais.
Ok, et encore une question, puis je passerai la parole. Mais juste sur les constats par rapport à la crise environnementale, écologique, est-ce qu'il y a des constats qui sont partagés? Et est-ce que les femmes se sentent particulièrement concernées par ça ou pas spécialement? Ben, elles sont les premières à les subir, en fait. Elles les subissent, comme je l'ai dit, déjà en termes de mobilité. Voilà, elles passent trop de temps à se déplacer pour chercher l'eau et le bois et tout, qu'elles utilisent, on va dire, plusieurs fois par jour. Et pour ça, donc, les filles restent à la maison, elles ne peuvent pas aller à l'école pour aider la maman. Et maintenant, avec notre contexte sécuritaire de groupes terroristes, criminels et autres, c'est très, très compliqué maintenant. Les attaques, les mines, malheureusement, les enlèvements aussi qui arrivent et tout. Donc, ça les expose davantage à tout ça. Et tout ce temps qu'elles perdent, c'est du temps qu'elles pourraient faire pour faire une autre activité pour générer des revenus. Elles n'ont pas ce temps-là. Donc, elles sont conscientes, elles voient leur environnement se dégrader. Voilà, il y avait une rivière ici, elle a disparu, il y avait ça ici. Ici, on pouvait faire de l'agriculture, on avait des pâturages. Elles assistent à la dégradation de leur environnement et elles sont impuissantes. Et malheureusement, elles-mêmes, elles doivent toujours puiser ces ressources-là faute d'alternatives. Donc, je veux dire, c'est très, très pénible, en fait. Et derrière, il y a le système de gouvernance, malheureusement, dans certains de nos États, la corruption, la malgouvernance, la mauvaise répartition des ressources qui fait que les projets d'adaptation qui doivent voir le jour ne tardent à venir et donc ils sont livrés à eux-mêmes. Ok, merci. Bénédicte, Nathalie, est-ce que ça fait écho pour vous à des choses que l'on associe, nous, en Occident, à l'écoféminisme ou pas? Ouais. Oui. Bon. Alors, peut-être, avant de parler vraiment d'écoféminisme, peut-être rebondir sur ce que tu as dit, femmes et écologie, femmes et climat. Et je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qu'on sait sur d'abord que les femmes sont toujours les premières impactées par le dérèglement climatique, et effectivement beaucoup plus au sud qu'au nord, mais au nord également. Qu'elles sont en même temps les premières à s'en inquiéter et souvent les premières à s'activer en fait pour réparer, sauver, protéger. Et on voit bien que dans les mouvements de la transition ou les mouvements, les GAZAP, donc tous ces mouvements où les femmes, en majorité, ce sont les femmes qui s'impliquent, où elles sont bénévoles, où en fait elles cherchent à préserver, sauver, prendre soin, faire vraiment l'entretien du monde. Donc ça, je pense que c'est un constat peut-être général, même au Nord, c'est le cas aussi. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les femmes au Nord également sont peu propriétaires ou sont peu en titre des ressources quand elles sont en charge de la terre. C'est-à-dire qu'on voit bien. Donc là, pour revenir ici, j'essaie de me remémorer un peu les chiffres les femmes agricultrices en Belgique. Donc je cherchais les chiffres pour cette conférence. Finalement, 96% d'entre elles n'ont pas le titre d'agricultrice. Ce sont des conjoints aidants. Donc elles ont un statut qui est un très mauvais statut. Jusqu'en 1990, en fait, elles n'en avaient pas, tout simplement. Elles n'existaient pas. Il y avait l'agriculteur et sa femme qui étaient englobés dans l'exploitation agricole. Et voilà, et ce statut, petit à petit, s'est fait, mais ça reste un statut vraiment misérable, en fait, où pendant très longtemps, elles n'ont pas eu de pension. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre en lien, c'est le fait que les femmes n'ont peu accès à la terre. En tout cas, si elles ont accès, ce n'est pas en tant qu'elles-mêmes responsables ou gestionnaires, et elles ne perçoivent pas finalement les biens, l'usufruit elles-mêmes de leur travail. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Et ça me faisait penser, vous avez entendu que j'étais philosophe, et je me faisais penser à Françoise d'Aubonne, qui est cette théoricienne écoféministe, et qui disait finalement, les femmes n'ont eu ni accès à la terre qu'elles cultivaient, ni accès au contrôle de leur propre corps. Et qu'il y a une continuité, en fait. Et donc ça, c'est peut-être le geste en tout cas, le geste théorique écoféministe que je voulais apporter dans un premier temps. Voilà. Merci. Oui. Merci beaucoup. Bénédicte, toi, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, peut-être rebondir aussi dans le sens qui est déjà amené par Nathalie, c'est-à-dire le féminisme du Nord, de ne pas trop le rendre monolithique, puisqu'on est en tension entre nous aussi, et vis-à-vis justement d'un type de féminisme qui brandirait qu'une seule cause, qui serait l'accès aux mêmes privilèges. Et là, je pousse le trait, évidemment, et je le fais exprès, que les hommes. Il y a pas mal de féministes ici qui veulent autre chose de la cause féministe. Et donc, moi, je me dis toujours, tiens, l'écoféminisme, on pourra y revenir, hein, de qu'est-ce que ça veut dire ici, les écoféminismes ici. Mais en tout cas, c'est quand même souvent des femmes qui se prennent comme, des féministes qui se prennent comme contrainte de ne jamais se désolidariser d'autres types de revendications, de ne pas venir en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut penser les choses, une femme c'est comme ça, et la bonne cause c'est ça, et la radicalité c'est ceci. Donc moi je trouve ici à Bruxelles ou dans nos contrées, je ne sais pas comment il faudrait, hein, peut-être France, Belgique, je ne connais pas non plus beaucoup plus, mais ce serait par exemple la question de la solidarité avec les travailleuses du sexe qui n'ont pas la même conception de ce que c'est que d'être digne en tant que femme et de se mettre à l'épreuve de ces autres revendications. Ça peut être aussi, je pense à ces deux cas-là, puisque ça nous divise, mais ce serait aussi le féminisme musulman. Hein, et donc de dire la question de la foi peut être un ressort de politisation et de radicalisation pour la cause féministe, ce qui veut dire donc que quelque part on a affaire à la même chose que ce que tu évoquais, c'est-à-dire un féminisme qui au fait de tout temps dit déjà comment il faut penser les choses et ce que nous voudrions à l'horizon d'un bien-être ou d'une cause féministe. Et ça je crois qu'il y a effectivement, et je vais un peu dans le sens de ce que vous amenez, c'est d'un tout petit peu ouvrir ce que ça pourrait vouloir dire au fait. Et moi, pour moi, dès qu'une femme parle de « nous avons besoin de ça pour mieux vivre et vivre plus dignement », je trouve qu'en tant que féministe, on n'a pas le choix, il faut écouter, même si ça nous dérange. Voilà. Et ça, c'est une sorte de... C'est même pas une pragmatisme, c'est pas un pragmatisme, c'est d'accepter que si on ne fait pas ça, de toutes les façons, sinon on reproduit des violences et des arguments d'autorité d'une femme vis-à-vis d'une autre. Et donc ça me faisait penser à ça en disant, tiens, c'est différent, et à la fois les lignes de tension peuvent... il y a des similarités. Merci. Je me demandais, je ne sais pas si c'est une question un peu naïve, mais quel est le regard que les Africaines, du coup, portent sur les féministes occidentales et l'écologie de manière générale? Est-ce que vous vous dites ils n'ont pas compris, ou est-ce qu'il y a une aspiration, ou en fait pas du tout? Comment est-ce que c'est traité en fait? Non, de manière historique, quand on regarde, c'est des mouvements qui, voilà, ils se sont, on va dire, développés ensemble, mais Amérique latine, Afrique, Europe, Amérique, mais en fait, chaque on va dire, continent a ses spécificités et son histoire, l'historique de sa lutte, mais comme je l'ai dit, la particularité, en tout cas avec l'Afrique, c'est que nous avons tellement différents systèmes d'oppression qui sont là. Le patriarcat, nous avons aussi la religion, et malheureusement, voilà, maintenant, l'écologie et tout, le climat. Mais le problème, c'est que la manière dont tous ces systèmes évoluent, c'est malheureusement en fait dans la mauvaise direction, et ça accentue en fait nos défis. Là, par exemple, dans la plupart en tout cas, dans plusieurs pays musulmans subsahariens, il y a la question, par exemple, de la polygamie. Et voilà, qui est une réalité, qui est acceptée et défendue par des hommes et des femmes. Et donc, quel regard, on va dire, féministe
posé sur une telle pratique qui est acceptée dans nos lois et qui est aussi qui vient de la religion. Donc et en même temps, on a le patriarcat qui est de plus en plus prononcé, très très reflété dans nos lois. Et donc pour les féministes, c'est très difficile de suivre en fait la même, j'ai envie de dire, vitesse que celle du Nord. Même si je sais que même au Nord, c'est pas évident. J'ai compris qu'en fait, ce qui aide au Nord, c'est que les gens ont plus tendance à respecter les lois. Et donc, quand il y a des lois en fait, c'est finalement, j'ai l'impression que c'est les lois qui forcent certaines choses, mais que dans le fond, il y a quand même des choses qui sont très, très, on va dire, présentes. Et à l'inverse, nous, les lois ne sont pas respectées. Elles sont promulguées, mais elles sont jamais respectées. Donc, tout ce qui est égalité des genres, voilà, parité, tout ça, dans la vie politique, c'est pas respecté. Et voilà, je ne sais pas si j'ai tout répondu. Je pourrais toujours... Oui, oui. Bon, c'est suffisant en tout cas. Oui. Je te remercie. Juste pour rebondir par rapport à la question de l'écoféminisme que Bénédicte et Nathalie connaissent un peu mieux, est-ce qu'en Afrique, vous utilisez ce mot? Je ne crois pas. Et sinon, pourquoi? À quoi vous associez qu'est-ce que vous associez à ce mot? L'écoféminisme en tant que tel? Non, c'est pareil, parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas arrivé encore à... On n'a pas... Cette approche de l'écologie n'est pas la même, en fait. C'est pas la même approche. Les gens sont tellement absorbés par les défis, on va dire, du quotidien, que l'environnement, oui, il est là, c'est un défi, mais j'ai envie de dire, pas qu'on ne le voit pas, mais on ne le met pas forcément en lien avec les dynamiques de genre, les systèmes d'oppression qui sont là, et le rôle que chacun joue sur l'environnement et tout ça. Cette remise en question-là, elle n'est pas, on va dire, systématique. Mais par contre, il est évident que sur les questions de genre, il y a vraiment trop de défis. Ça, quand même, de plus en plus, on le dénonce, on travaille à changer ce narratif-là, parce que la discrimination, vraiment, elle continue. Et en fait, on continue à développer une société inégalitaire, qui ne se développe pas de manière harmonieuse, qui laisse les femmes et les filles de côté. Et comme je l'ai dit, les nouveaux défis, l'environnement, la sécurité, contribuent en fait à exacerber en fait la vulnérabilité des femmes, à les exposer à plus de violence, à les exposer à plus de pauvreté, plus de précarité. Donc c'est surtout, c'est ça d'abord qu'on doit... Je me souviens que j'étais dans une réunion et il y a l'ancienne présidente d'Irlande, Mary Robinson, qui parlait de la double injustice entre le climat et le genre. Et donc après, j'ai pris la parole et je lui ai dit, mais en fait, nous, on n'a même pas on n'a pas réglé le premier problème, en fait. Nous, on est encore au genre. On essaie déjà de traiter ça, on n'a même pas... Et là, et donc je leur ai dit, j'ai dit, vous avez déjà mis les deux ensemble, donc ça veut dire que vous allez avancer sur ça pendant que nous, on est encore, on est sur le genre. Et c'est toujours ça, en fait, qui est dommage, c'est que on n'a pas encore fini de traiter, on va dire, le genre, et faire les intersectionnalités avec d'autres, c'est encore plus complexe à faire, en fait. C'est un peu ça. Sinon, sur le genre, honnêtement, ça avance, on va dire. C'est très difficile. Mais ça avance. Il y a beaucoup de pays, en tout cas maintenant, sur le plan politique. Vraiment, les femmes, on leur donne plus de visibilité. Il y a des lois pour ça. Et on essaie de faire respecter. Il y a plusieurs chartes et de conventions internationales, la CEDF, le protocole de Maputo, la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, on essaye vraiment d'utiliser ces instruments-là pour forcer les États à respecter leurs engagements, à travailler avec les partis politiques. Mais en même temps, on a beaucoup de problèmes de violence basés sur le genre.
les pratiques traditionnelles néfastes, l'excision, le mariage précoce, la santé de la reproduction, les tabous et malheureusement les violences sexuelles en temps de conflit. Donc, on a aussi toutes ces questions-là à gérer. Oui, c'est ça. Bon. Mais donc, de fait, en effet, c'est pas du tout la même intensité d'enjeu. Enfin, on le savait, mais d'autant plus que... En plus, j'essaye de faire le lien avec l'écoféminisme, et l'écoféminisme en Europe est malgré tout aussi relativement théorique. Enfin, bien sûr, c'est un mouvement militant d'activistes dans les années 80, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est plus un mouvement enfin, ça recommence là depuis quelques années, mais qui est si présent que ça, donc c'est pas si évident en fait, je trouve, de faire le lien. Mais je veux quand même bien inviter mes invités à essayer de le faire et en tout cas à nous faire peut-être rapidement le récit de cette association occidentale, puisque c'est un mouvement qui vient aussi quand même pas mal des États-Unis, et nous qu'on associe quand même à Vandana Shiva en Inde, à Wangari Maathai en Afrique. Enfin, donc c'est quand même un mouvement qui tente de décentrer un peu son regard, mais clairement, je pense qu'on peut se le dire, il reste relativement occidentalo-centré dans la manière dont il a été réfléchi. Et voilà. Et du coup, je voulais savoir si une de vous deux pouvait juste nous dire, tiens, comment ça se fait qu'à un moment donné en Occident, on se met à associer la question des femmes et de l'écologie, d'où ça vient, pourquoi ça, tout d'un coup, c'est une évidence de faire ça. Voilà. Merci. Moi, je pense que ce qu'il faut mettre en avant quand on se pose cette question-là, c'est la remise en question en après-guerre, donc Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des sciences, tout simplement. Des sciences et de la technique. Et c'est tout simple, hein, c'est l'énergie nucléaire, la bombe atomique et cette capacité à détruire la planète, et que dès lors, on ne peut plus faire confiance aux scientifiques. Alors là, maintenant, on peut se dire, ah bah tiens, oui, c'est un peu bateau. Ben, ce n'était pas du tout bateau en 45, 50, quand on s'est rendu compte, quand le public s'est rendu compte qu'au fait, on ne pouvait pas mettre notre destin aux mains d'eux. Ces laboratoires, ces scientifiques, rien n'était garanti, malgré l'objectivité de ces sciences. Et pourquoi je dis ça? Puisque, alors évidemment, on commence à se poser des questions sur les résultats de ce qui sort de ces laboratoires, de cette nature et de la science, mais on va aussi commencer à faire l'histoire. Donc des historiennes, des anthropologues aussi vont commencer à s'intéresser à, tiens, comment se fait-il que les sciences sont devenues aussi destructrices ou peuvent l'être? Et donc, c'est le genre des sciences. Et donc, c'est la façon dont ils conçoivent la nature. Donc, il y a eu, pendant quand même des décennies, une remise en question des sciences qui a fait qu'on a fait la généalogie des sciences. On ne pouvait plus dire « nous sommes supérieurs à tous les autres peuples, regardez, nous avons la science ». Ben non, puisque la science va détruire notre planète potentiellement, la technoscience en tout cas. Et donc, on fait cette généalogie, on se rend compte que les sciences, c'est genré, que les femmes ont été exclues des laboratoires, que l'empathie a été exclue des laboratoires, que donc la nature, au fait, est devenue une ressource et une pure exploitation. Et alors, vous voyez bien que petit à petit, ces femmes et ces féministes qui se nourrissent de ça, qui alors apprennent aussi qu'il y avait la chasse aux sorcières, tout ça, même époque, la modernité, enfin, c'est toutes les mêmes histoires, chasse aux sorcières, les sages-femmes qui doivent se ranger et être remplacées par des professionnels médecins qui savent mieux que les femmes ce qui se passe dans leur corps. Tout ça, c'est vraiment ces contre-récits historiques, c'est les années 70. Et de là à dire, mais tiens, finalement, au même moment où la nature est mise au pas et exploitée et devient ressource, c'est au même moment que nous avons affaire au patriarcat moderne. Et ça, c'est... Bon, Silvia Federici l'a très bien démontré. Donc, au fait, il ne faut pas oublier, ce n'est pas tout à coup, c'est genre 20 ans de contre-récits qui font qu'il ne fallait pas être génial pour voir qu'au fait, il y avait une correspondance. Mais pour ça,
il fallait oser mettre en cause, et c'est encore toujours un nœud, je crois, en écologie, mettre en cause les sciences et la technoscience et la dite objectivité. Et donc ça peut encore toujours nous diviser. Mais une fois qu'on en est là, si ça c'est le récit, alors nos problèmes ne commencent pas au 19e siècle, mais commencent avec les Lumières. Ah, ça change tout, ça change tout. La révolution industrielle, on pouvait toujours dire « Ah, c'est les capitalistes ». Mais non, les Lumières, c'est nous, c'est l'Occident qui normalement devions apporter les Lumières à tout le monde. Ça remet en question plus fondamentalement. Et moi, je me l'explique toujours comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, j'irais même encore avant, même avant les Lumières. Oui. Oui. Vas-y. Oui, mais moi, j'irais déjà même au XVIe siècle, enfin, oui. Ce qu'on appelle... ce que moi j'ai appris à l'école, les grandes découvertes, donc c'est-à-dire les Européens qui partent en Amérique du Nord et qui cherchent l'Inde et puis qui trouvent un continent sauvage, enfin, et qui l'exploitent, qui mettent la terre, enfin, qui déforestent pour faire des plantations, etc. Donc moi je dirais même que ça commence à ce moment-là et que la naissance de la science, enfin, ce qu'on appelle la science moderne, elle démarre d'ailleurs au même moment. Et les travaux de Federici montrent bien que c'est évidemment concomitant avec l'émergence du capitalisme, la chasse aux sorcières. Et que voilà, il y a beaucoup, enfin il y a un geste de plantation, enfin de déforestation et de plantation massive, d'un modèle d'agriculture, un modèle de foresterie, une chasse aux sorcières, c'est-à-dire une misogynie quasi institutionnalisée en fait, hein, parce que c'était évidemment pas des sorcières. Enfin, on était vite une sorcière quand on devait mourir à cette époque-là, et que c'est pas au Moyen Âge bien sûr, mais à la Renaissance, et finalement c'est dans cette époque-là de grandes découvertes et de massacres aussi, de génocides en Amérique du Nord, et puis après le triangle où on déporte les esclaves africains et africaines, voilà, enfin bref, pour moi c'est ça. Et moi j'insisterais même encore plus pour rebondir sur ce que tu dis, c'est la science, mais tu parles de la technoscience, c'est vraiment les technologies, quoi. C'est la science, les sciences modernes, peut-être leur ADN, si je puis me permettre de prendre ce mot-là, c'est en fait la production d'un instrument. Alors au départ, finalement, un instrument pour comprendre le réel, mais après surtout pour agir sur lui. Et on voit à quel point ici au XXIe siècle, c'est le numérique qui est devenu la technoscience qui est sans doute celle qui est devenue une nouvelle médiation du réel en fait. Hein, le numérique est quelque chose avec lequel on cohabite tout le temps, mais qui fabrique un nouveau mode d'être, je pense. Et le numérique, c'est à la fin, tous ces dispositifs numériques, c'est effectivement de nouveau de l'exploitation. On peut en faire aussi une lecture écologique, bien entendu, parce que tous les métaux rares, tous les minerais rares, etc., où est-ce qu'on les trouve ? Voilà, en Afrique, dans les mines qui sont toujours les mêmes personnes exploitées. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi, peut-être on peut quand même prolonger la lecture de la science, technosciences et néotechnologie, avec aussi ici dans les pays du Nord, cette obsession du solutionnisme technologique. Dès qu'on a un problème de société, on se dit qu'une technologie va résoudre nos problèmes. On a des problèmes de sécurité dans les rues, on mettra des caméras. On a 2 ans de pandémie, on va tous étudier à travers du distanciel. Et on voit à quel point c'est très dommageable, tant pour nos corps à nous que pour le corps de la planète. Bon, voilà, c'est un peu ce sur quoi je voulais rebondir, mais je partage tout à fait ton... Et c'est vrai que ça a été très important, cette prise de conscience de nous raconter une autre histoire, en fait. Et montrer aussi que tout ça est concomitant et que ce n'est pas du hasard, en fait. C'est pas, tiens, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis ça arrive. Et comme parfois on fait une lecture en histoire, voilà, ça va ensemble. Mais là, non, alors c'est pas évidemment un grand complot, mais en fait, ça procède d'un même geste, pour moi. C'est un geste patriarcal, quoi. Et on peut se dire que ce patriarcat, en fait, il est élargi, il est longitudinal. On peut en faire une lecture très élargie qui permet après de faire cette lecture de la science, la technologie, la plantation massive, la déforestation, qui continue, voilà, et ce solutionnisme technologique, on court derrière, quoi. C'est absolument affolant, bref. J'avais envie de continuer à essayer de faire le lien entre voilà, ce qui se passe, ce que tu nous racontes au travers de ce que vous faites au sein d'AFLED et l'écoféminisme. Et bon, ce qui me semble très clair, évidemment, c'est qu'il y a ce fameux slogan première impactée, première concernée, donc on le sait, hein, les femmes
donc les plus pauvres de manière générale, c'est la question des injustices écologiques dont vous avez sûrement déjà entendu parler, hein, mais donc les plus pauvres sont les plus impactés par la crise écologique, et dans le cas des femmes, ce sont souvent les premières concernées parce que voilà, elles sont biologiquement, en tout cas très souvent amenées à éduquer les enfants et donc à se poser la question de l'alimentation, de l'eau, enfin comme tu le disais, enfin il y a encore bien souvent en lien avec les tâches ménagères, etc., etc. Et donc il y a une conscience souvent qui est plus précoce, en tout cas chez les femmes, quant à la question écologique. Et au Nord, il me semble qu'il y a une théorisation extrêmement importante qui existe depuis quelques décennies, mais qui est en train de se dérouler autour de la question du soin, justement. Et donc, comment, de remettre au cœur, en fait, le fait que donc les femmes, mais de manière générale, prennent soin de nombreuses choses, que ces choses-là ne sont pas valorisées et bien souvent, au contraire, sont même entravées, et que donc il y a tout intérêt aujourd'hui dans nos sociétés à remettre au centre la question du soin ou du care, comme on dit en général. Du coup, je voulais vous inviter, Nathalie et Bénédicte, à nous parler un peu de ça, de ce que les écoféministes en disent en fait du soin. Mais je pense qu'il n'y a pas que les écoféministes qui parlent du soin. Il y a beaucoup de féministes qui ont théorisé cette question. Et peut-être que je vais peut-être faire un détour par d'autres féministes avant de parler des écoféministes, mais on verra qu'elles se rejoignent. D'abord, les premières féministes qui parlent du soin sont des féministes qui vont finalement réfléchir à peut-être cette espèce d'arrière-plan théorique justement lié au droit, ce dont tu parlais. Hein. Voilà, finalement, quand on parle d'égalité, ça ne veut pas forcément dire quelque chose pour tout le monde, mais ces théoriciennes du care, je pense à Joan Tronto, à Gilligan, elles sont aux États-Unis, ce sont les années 70-80, et finalement, elles vont mener une réflexion qui est assez similaire. Et elles vont dire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais elles vont dire peut-être qu'un rapport au monde qui est juste, ce n'est pas forcément un rapport qui respecte des droits et des principes et des grandes valeurs, comme la dignité, l'égalité, etc. Mais peut-être le rapport au monde le plus juste, c'est le rapport au monde qui organise le soin des autres et le soin du monde. Alors, je trouve que, en tout cas, ces théoriciennes du care, elles opèrent un tour de force d'un point de vue philosophique, mais aussi elles bousculent notre arrière-plan théorique occidental qui, mettons toujours ces valeurs d'égalité, de liberté au premier plan. Alors, je ne dis pas qu'on devrait évidemment les mettre à la poubelle, bien pas du tout, mais par contre, elles montrent qu'on a oublié le soin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'égalité, la liberté, tous ces grands droits fondamentaux sans le soin, en fait. C'est impossible. Sans soin, on ne peut pas exercer sa liberté, penser une société égalitaire. Et donc, ça va exactement dans le sens de ce que... Donc, et ces travaux-là des théoriciennes du care, voilà, je trouve que c'est extrêmement intelligent. Et ça rejoint en fait une réalité de terrain, parce que ce sont d'abord des femmes de terrain. Une est psychologue et l'autre est sociologue. Et donc, elles observent tout ça et elles font des entretiens. Et donc ça, c'est la première chose, peut-être, ces théoriciennes du care. Gilligan, Tronto, et il y en a plein d'autres, et c'est un champ de recherche tout à fait prolifique, donc il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et c'est un instrument heuristique, le soin, qui est très, très intéressant, même pour après comprendre nos démocraties, quoi. Comprendre le sens de nos démocraties. Alors, le lien avec les écoféministes, à mon avis, c'est que les écoféministes, en effet, quand elles refont une généalogie, finalement, de qu'est-ce qui nous est arrivé depuis ces siècles où finalement on a dévalorisé tellement les femmes, la nature, le vivant au détriment d'un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs du patriarcat ou la masculinité hégémonique. Hein, elle montre aussi qu'en fait, sans soin, sans le geste de se réintéresser, de refabriquer un intéressement qui soit finalement dépossédé en fait de ces valeurs masculines, eh bien, on n'arrivera pas en fait à revaloriser, remettre du visible là où tout avait été saccagé et invisibilisé par justement cette histoire d'expropriation, d'aliénation. Donc voilà un peu comment je ferai le lien. Et il me semble qu'en effet,
l'instrument du soin est quelque chose de vital à penser pour nos démocraties, de manière générale, mais à penser pour le monde aussi, évidemment, et dans nos relations nord-sud. Je voudrais juste souligner une des choses que tu as dites et faire un lien avec ce qui avait été dit précédemment, c'est que le soin, et c'est une chose dont on a déjà discuté ensemble, au fait, le soin, il y a un moment aussi où moi, je vous avoue, je n'en peux plus. C'est le care, et le care dans tous les sens, etc. Et on ne sait plus très bien pourquoi on le fait. Et ça devient un mot d'ordre. Et donc, je crois que c'est très, très important de ne pas oublier ce que Nathalie vient de dire, c'est-à-dire c'est face à une violence qui a été faite et une violence dont nous sommes issus, toutes et tous. Et c'est peut-être grâce à ce soin que, néanmoins, des choses ont pu subsister et que donc il y a une adversité. Il faut le penser vraiment dans un effondrement possible, dans un contexte où il y a énormément de violence. Et c'est là que le soin porte ses fruits, que c'est là que, quand ça se frotte à ce qui nous tient à cœur, et que malgré tout, le patriarcat, si on l'appelle alors comme ça, on peut y revenir, au fait, ne valorise pas du tout. Donc c'est là que ça commence à être intéressant. Et je veux alors faire le lien avec ce que tu disais, Mariam, sur les éco-gestes. Ben oui, mais c'est exactement ça, au fait, pour des écoféministes qui passent par le soin en prise avec des systèmes qui dévalorisent ce qui leur tient à cœur. Vous pensez bien que ce n'est pas non plus de trier leur poubelle qui va faire l'affaire. Enfin, ça c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est toujours quel est le problème, qu'est-ce qui est destructeur du vivant et de ce qui nous tient à cœur, et quels sont les moyens qu'on peut se donner pour faire face à ça et retrouver des prises et sortir de notre impuissance. Et c'est toujours ce même geste-là, au fait, et qui donc fait que ça ne peut pas se résumer à des éco-gestes ou à l'écologie, que d'aucuns d'ailleurs appellent l'écologie superficielle, et pour cause. Et donc je trouve que là-dessus, l'écoféminisme, ce que ça m'a apporté, c'est au final, c'est cette adversité, c'est toujours avoir en arrière-fond le fait qu'on est issu d'une violence et que cette violence, elle continue et qu'elle est de longue date. Et donc, c'est une temporalité aussi. On change de temporalité. Moi, avant l'écoféminisme, j'étais plutôt marxiste et donc je me disais tout a commencé au 19e et c'était bon. Et ça a tout changé d'avoir cette durée beaucoup plus longue et de pouvoir y associer effectivement une dévalorisation plus massive au fait que celle des ouvriers, si on peut le dire comme ça, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas lieu d'être non plus. Mais voilà, donc juste pour dire que le soin il faut lui insuffler sa force, et sa force n'est là que si on le pense face à une violence qui est faite et un détricotage continu qui est fait. Merci Bénédicte. Je vais bientôt passer la parole à la salle. Mariam, est-ce que tu avais envie de réagir par rapport à tout ce qui vient de se dire, accord, désaccord Oui, en fait, oui, le soin, comme ils l'ont dit, c'est pas pris en compte. En fait, c'est grâce à ce sacrifice-là et dans le contexte en Afrique, ces femmes-là, elles donnent tout aux soins en fait. Mais en retour, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas payé, c'est pas valorisé. Et d'ailleurs, c'est assez marrant quand des fois on parle de ça et il y a certains hommes qui nous disent mais on va marier nos femmes pour qu'elles prennent soin de nous et vous voulez qu'on les paye, qu'elles soient rétribuées pour ça en fait. Et là on est buté encore à la résistance et à leur manière de voir les choses, mais en réalité c'est très important et je pense que c'est toujours bien qu'il y ait quelque chose pour valoriser ça, pour soutenir les femmes par rapport à ça. Et par rapport à tout ce qui est, on va dire, technologie et tout ça qui s'est passé ici, entre-temps, il se passait autre chose en Afrique, dans le pillage des ressources et tout ça. Et en fait, maintenant, j'ai envie de dire, ça continue, mais sous d'autres formes tout aussi, on va dire, destructrices pour l'environnement aussi, notamment les mines. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de désastres écologiques dans plusieurs de nos régions, au Mali
et ailleurs, avec les multinationales occidentales qui respectent pas de la même manière ce qu'ils font pas, on va dire, en Occident, les produits utilisés, les techniques, les sites abandonnés et toutes les maladies et tout ça que ça génère sur les communautés, les femmes et les enfants. Et comme je l'ai dit, malheureusement, en raison de la corruption, voilà, un petit groupe va prendre un certain montant et en contrepartie, les sociétés ne feront pas en fait ce qu'elles devraient faire normalement pour prendre en charge toutes les conséquences. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très regrettable, à mon avis. Ouais. Mais ça, bon, voilà, c'est à nous-mêmes de retravailler, en tout cas de travailler sur nos systèmes de gouvernance, lutter contre la corruption, plus de transparence, plus de responsabilité et tout, de redevabilité envers les citoyens et tout. Et probablement que les Occidentaux ont une grosse question à travailler autour de l'extractivisme. On le sait, mais je veux dire, en tout cas, ceux qui souhaitent faire de l'écologie, à un moment donné, ça devient difficile de ne pas se poser la question de l'extractivisme nord-sud, quoi. Enfin, sud-nord. Oui, je peux juste rajouter un tout petit truc. J'avais un ancien collègue à mon université précédente, l'université de Namur, qui est géologue, et qui proposait qu'on réouvre une mine, en fait, pas très loin de Namur, les mines... voilà, peu importe quoi, à quelques kilomètres, et qui disait en fait on pourrait du coup tout à fait extraire ces minerais rares, en tout cas presque la plupart des minerais rares dont on a besoin pour faire les smartphones, etc. On pourrait le faire. Et j'ai aussi pensé qu'on pourrait, voilà, il avait imaginé tout un plan comme ça pour en fait sortir d'un extractivisme destructeur. Et en fait personne ne veut l'écouter. Donc il a des propositions. Il dit je peux venir vous expliquer, mais personne ne veut l'entendre. Donc on voit à quel point aussi ce déni, comme ça, ce déni occidental de pas finalement, de continuer à faire un extractivisme dans les pays du Sud pour préserver un endroit qui en plus est une ancienne mine. Donc je veux dire le site est déjà en fait équipé pour, mais il y a une impossibilité en fait de penser ça. Donc voilà, c'est juste quelque chose que je voulais rajouter comme illustration de notre aveuglement ici. Et de régime de domination, comme tu dis bien, qui continue, quoi. Merci. Alors, je vais passer la parole à la salle. On peut prendre peut-être un micro d'ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à nous adresser ? Donc, déjà, je voulais vous remercier. C'était une conférence très intéressante. Mais j'avais une question pour Madame Mariam Diallo Dramé. Donc, on parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est une région qui est quand même assez vaste avec des situations sociopolitiques assez différentes. Est-ce qu'on retrouve des différences par rapport à l'écoféminisme ou même à l'écologie dans le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique ? Et est-ce que les situations vécues par les femmes du Mali sont aussi vécues dans le nord ? Merci. Une par une. Oui, tout à fait. C'est pas un continent, on va dire, homogène. On a en fait des sous-ensembles, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, francophone. En plus, il y a toutes ces divisions, on va dire, linguistiques aussi, francophone, anglophone, lusophone, Afrique de l'Ouest. Ils ont aussi leur... on a des communautés, on va dire, économiques, comme tu vois, un peu ici, Union européenne et autres, commerce et tout ça, Afrique du Sud, mais... voilà, c'est toute la question de ces pays qui ont pu, on va dire, avancer sur le plan plutôt industriel. Et je pense que tout ce qui est Afrique du Nord, là-bas, c'est quand même un petit peu plus... ils sont un peu plus à ce niveau, on va dire, écologique, plus que d'autres pays comme le Mali, qui n'ont pas connu, on va dire, ce pic industriel, mais qui continuent, par contre, par exemple, à subir... l'extractivité, d'autres types d'agressions de l'environnement. Et les pays, on va dire, à l'Est, c'est vrai, à l'Est et en Afrique centrale, c'est des endroits
on va dire, très très bien. On va doter sur le plan environnemental des grandes forêts, des grands lacs et tout ça, mais aussi touchés par les effets du changement climatique. Mais de manière générale, c'est les mêmes problèmes. Même avec les femmes du Maghreb, c'est souvent les problèmes, en tout cas, la base, en tout cas, nous avons souvent les mêmes problèmes. C'est souvent les femmes qui portent le plus lourd tribut et les cultures diffèrent, mais c'est souvent aussi le patriarcat. Les religions aussi diffèrent, mais il y a quand même une tendance générale qui se ressemble. Mais j'avoue qu'au nord, il y a plus d'industrialisation, plus de développement d'infrastructures et d'industries qui font qu'eux, ils ont quand même un certain niveau par rapport à l'écologie, plus que d'autres pays, on va dire, moins avancés sur ce plan-là. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous pour vos interventions. Moi, j'ai une question à Mariam Diallo-Dramé. Alors qu'on a parlé des domaines du soin, du care, on n'a pas parlé d'une dimension en particulier qui est celle du fait qu'en fait en Europe, il y a énormément de personnes qui travaillent dans le domaine du soin qui sont issues de l'immigration, intra et surtout extra-européenne. Et je voudrais savoir votre avis par rapport à ça et les liens qu'on peut faire en fait avec l'écoféminisme. Voilà. J'en profite pour dire du coup que, oui, je vois. que je pense que le mot écoféminisme ne fait pas vraiment écho en Afrique de manière générale. Et donc c'est difficile de faire le lien directement avec ça. Mais par contre avec la cause écologique ou féministe, sûrement. Oui, en fait, oui, je comprends ce que vous demandez par rapport aux soins, le fait qu'il y ait des femmes issus de l'immigration qui travaillent plus dans ce domaine-là. Et en fait, je ne sais pas, ça doit être en termes d'opportunité pour elles de trouver un emploi. Je ne pense pas que derrière, il y ait cette réflexion-là où ça doit être vraiment la recherche en fait du gain. Mais par rapport à l'écoféminisme, c'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas de lien. Évidemment que ça nous parle, mais comme je l'ai dit, c'est en termes de priorités et de problèmes auxquels nous sommes directement en fait confrontés. Et ça peut pas être évidemment la même chose qu'en Occident, mais nous sommes aussi confrontés à ça, mais d'une manière, on va dire, différente. Je sais pas, la première partie de la question, j'ai pas... Oui, c'était le fait qu'on n'avait pas abordé l'aspect que les personnes qui travaillent dans le domaine du soin en Europe sont issues de l'immigration. C'était ce point-là en particulier, mais oui, c'est très clair. Oui, en fait, oui, comme je l'ai dit, je pense que c'est à cause de leur statut et de leur précarité qui les pousse dans ce secteur-là, en fait, parce que ça marche, c'est porteur. Oui. Oui, tout simplement rebondir pour dire que ça fait partie d'une des choses qu'on avait essayé de dire sur il n'y a pas un féminisme tout-terrain et qu'en Occident, enfin en Europe, disons-le comme ça, en Europe, c'est super important d'écouter les revendications de différents secteurs. Et Françoise Vergès a écrit un petit livre, Le féminisme décolonial, et là, elle est très, très cash. Elle dit aux féministes blanches et aux femmes blanches en général, si vous ne pouvez pas
vous solidarisez à la quête et les revendications qui sont faites de ces secteurs-là, qui sont surtout, où travaillent surtout des femmes issues de l'immigration, alors votre féminisme, on n'en veut pas. Donc elle en fait même une épreuve, au fait. Elle dit, tant que votre bien-être et vos privilèges sont, se basent, enfin, s'appuient, voilà, s'appuient sur l'exploitation de ces femmes-là, ça ne va pas. Et c'est à nouveau, je dirais, un énième, enfin, une énième épreuve de est-ce qu'on peut être à la hauteur de ce type de solidarité. Et c'est pour ça que tous ces principes sont assez creux, puisqu'au fait, concrètement, qui revendique quoi et a besoin de quoi, et comment les femmes peuvent être solidaires entre elles en sachant que, très clairement, elles ne vivent pas la même situation, ni les mêmes... elles ne bénéficient pas des mêmes privilèges. Mais donc, pour dire que certaines en font même vraiment le nœud d'une solidarité possible ou pas, ou une alliance possible. Si vous continuez à ne pas en parler, nous ne pouvons pas travailler avec vous, disent les féministes antiracistes. Merci. Oui. J'ai une réflexion et je ne sais pas comment la transformer en question. Donc voilà, vous pouvez toutes les trois rebondir, compléter, nuancer, me contredire. Parce que justement, moi, la question du lien, le fait que ce soit difficile de faire le lien entre l'écoféminisme et les propos de Madame Diallo de Dramé, je trouve qu'il y en a plein, en fait. Voilà, moi, il y a 2 ans, j'ai dû faire une recherche sur les féminicides et je me suis demandé qui avait... voilà, je devais trouver une autrice, j'étais en sciences sociales pour l'agrégation, une autrice qui parlait qui avait lancé le terme patriarcat, le concept de patriarcat. Et effectivement, je suis tombée sur Joanne Tranto et Gilligan, et aussi sur Christine Delphi. Et j'ai vu que la thèse de Christine Delphi, c'était justement sur les femmes agricultrices, je pense que dans les années 70. Et au fait, moi, je me suis vraiment retrouvée dans ce travail de Christine Delphi. Parce que je suis d'une famille d'agriculteurs. Et effectivement, moi, tout ce que je faisais, c'était pour mes parents. Et jusque très tard, jusque mes 25 ans. Voilà. Enfant, j'ai entendu, dans ma famille, c'est une flamande, c'est comme les vaches, elles ont un bassin plus large, elles accouchent plus facilement. Et je n'ai que 37 ans, donc je suis encore contemporaine de ce gros sexisme-là. Donc je veux dire, c'est très présent. C'est le fait de, comme Madame disait, ce que les femmes font le travail des femmes appartiennent au mari, au père ou aux frères. Et alors il y a aussi, dernièrement, avec le Covid, avec les inondations, on a vu qu'il y avait un fort lien entre la notion de classe et la notion de race vis-à-vis du Covid. À Bruxelles, les conducteurs de la STIB sont très vite mobilisés pour se protéger du Covid. Et effectivement, Madame plus haut parlait des femmes racisées dans le Caire. Ben voilà, c'est une évidence. Mais on l'a vu aussi pour tous les secteurs plus fragilisés par le Covid, qui continuent à travailler ou qui étaient fragilisés parce que, voilà, à Bruxelles, effectivement, des personnes non blanches, mais aussi à la Louvière. Donc les zones géographiques qui étaient plus touchées par le Covid, c'était des populations plus pauvres, traditionnellement plus pauvres, donc des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'ouvriers, de gens qui bossaient dans les mines. C'est aussi parce que des zones plus polluées. Donc voilà, des liens, j'en vois plein. Les inondations à Liège, c'était aussi des personnes plus précarisées. Et je pense à des mères solo, des femmes avec handicap, des femmes avec enfants avec handicap. C'est aussi les femmes qui étaient plus vite solidaires, plus vite pragmatiques. Et je voudrais rappeler que le Caire, c'est aussi être pragmatique, faire avec ce qu'on a. Et que quand on a des contraintes, en fait, on a plus de choses à dire, à donner, que quand on a des privilèges. Je voulais rajouter autre chose. Oui, voilà, dans le nord de la France, ce sont des mères de population des gens du voyage. Je suis désolée, je suis fatiguée, je n'avais pas prévu de venir, je n'étais pas bien aujourd'hui. Et ce sont des mères qui se sont organisées parce que l'administration concentrait les gens du voyage près de zones polluées. Et donc voilà, le lien entre la pollution,
les inondations, etc., dans le Nord, c'est là aussi. C'est juste que c'est pas le... Ce sont aussi des personnes concernées de milieux plus populaires qui sont touchées. Et donc c'est pour ça que l'écoféminisme, effectivement, il est souvent théorique. Voilà, je ne sais pas comment transformer ça en question, mais si vous pouvez rebondir, préciser, parce qu'effectivement, j'ai du mal à faire sujet, verbe, complément aujourd'hui. Quelque chose par rapport à Covid. Personne ne cherche à comprendre pourquoi l'Afrique n'a pas été touchée. Et ça, c'est quelque chose que nous avons, encore une fois, ça a été une oppression en fait, du Nord vers l'Afrique, parce qu'on n'avait pas de cas de Covid dramatique. On n'avait pas forcément besoin ni des masques, ni des mesures barrières, ni du couvre-feu, des fermetures des frontières. Et voilà, on l'a subi et ça a été très difficile, surtout pour les femmes, pour les activités, on va dire, économiques. Toute la crise qui s'en est suivie, mais en réalité, on n'en avait pas besoin. Un pays comme le Mali, on n'a pas eu de boom pic de Covid du tout, mais on devait subir les mesures et tout ça parce que on n'a pas demandé l'avis de l'Afrique en fait. Donc ça, c'est des exemples aussi de comment en fait on subit. On devait adopter je me souviens, c'était ridicule. On portait des masques, il y avait pas de cas très élevés. On avait un couvre-feu alors que il y avait rien. Les frontières étaient fermées, mais il y avait rien. Et on est resté comme ça pendant des mois. Ça a donné une crise économique dont les effets continuent. Mais en réalité, on pouvait se passer de ça. Je pouvais comprendre que avec peut-être d'autres pays d'Occident et tout ça, mais on nous a pas laissé. On a suivi le mouvement et encore aujourd'hui, je vois pas de recherche ou d'interrogation sur ce qui s'est passé en Afrique en fait par rapport à Covid. Juste une parenthèse. Est-ce que vous voulez vous réagir par rapport aux différents exemples qui ont été donnés en Europe? Je peux réagir en étant en fait assez d'accord en fait avec l'analyse que vous avez faite. En effet, on peut pas. Enfin, tout ça, ces entrecroisements doivent nous éclairer en fait sur une situation qu'on n'a pas envie de voir. Donc, je suis assez. Je partage assez bien votre avis, quoi. Pourquoi les inondations se sont. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de hasard. En effet, si la Vesdre déborde dans des endroits où les gens sont effectivement, comme vous dites, de milieux populaires, ça n'est pas arrivé sur les hauteurs de Liège. Hein, les inondations, oui, mais qui habite dans les hauteurs de Liège? Ce ne sont pas les populations les plus défavorisées. Donc oui, il y a une prise de conscience qu'on doit prendre et qui est difficile en fait et qu'on n'a pas envie de voir. C'est ça en fait surtout. Moi j'ai quand même l'impression que là c'est un grand déni et ça rejoint ce que tu dis sur le déni du Covid. Moi je me suis posé la même question durant 2 ans. Je me dis pourquoi personne ne parle de l'Afrique? Et les seules choses qu'on pouvait entendre qui filtraient un peu dans les médias, c'était de dire en fait peut-être qu'ils veulent rien nous dire. Je me dis c'est complètement délirant. Et donc là aussi peut-être qu'ils veulent rien nous dire, peut-être que chez eux aussi les gens meurent, mais en fait ils n'ont pas envie de nous le dire. Je dis mais oui, s'il n'y a rien. Enfin, et donc, il y a quand même. Alors, je ne veux pas arriver avec un truc réveillez-vous, un récit de réveil, mais il y a quand même quelque chose du déni et de l'aveuglement face à ces régimes d'oppression et qui sont articulés les uns avec les autres. Et pour chaque situation, effectivement, on peut les réinterroger. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai une réaction un peu à chaud comme ça, mais. J'aurais certainement des choses à dire, mais je suis curieuse. Je peux encore rajouter. Bonjour. Moi, je voulais juste faire quelques petites remarques par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui et qui me paraissent très importants à développer dans l'avenir. C'est notamment toutes sortes de petites mentions que vous avez alignées les unes derrière les autres, comme la prédominance du solutionnisme technologique, la recherche de racines profondes et dans le long terme aux crises
que l'on vit actuellement, aussi bien au niveau de la condition de la femme que des choses plus larges comme les problèmes d'environnement, etc. Et à ce propos, notamment, on a parlé du XVIe siècle comme une période clé, mais bien avant ça, le célibat des prêtres a été imposé vers le XIIIe siècle, je crois, de plus en plus fortement. Et une thèse canadienne, je me rappelle qu'il y a déjà une vingtaine d'années, si pas 30, a mis en évidence l'imposition du célibat et une montée, enfin la dégradation de l'image de la femme à peu près à la même époque. Et on voit vraiment que les deux mouvements sont parallèles jusqu'à finalement aboutir au concept de sorcière et tout ce qui a suivi, quoi. Et parallèlement, un des seuls métiers qui était encore accepté était celui de sage-femme, mais sous la direction d'un médecin. Et alors, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est lorsque vous mettez en évidence que les solutions mises en avant sont toujours sous le paradigme de la science et des fonctions rationnelles qui sont prédominantes. Et à ce propos-là, je voulais vous citer un exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce petit ouvrage. À une certaine époque, Gorbatchev avait écrit un livre sur toutes sortes de mesures à prendre pour essayer de maintenir la planète en état. Bon, et c'était du solutionnisme technologique. On alignait une série de solutions techniques, comme on le fait maintenant avec les COP. Dans les COP, vous trouvez des statisticiens, vous trouvez des sciences exactes. Je n'entends pas beaucoup parler de sociologues et d'autres personnes qui seraient conviées et qui auraient leur mot à dire lors des réunions des COP. Bon, enfin, toujours est-il qu'à Gorbatchev a répondu Annick de Souzenel. Peu importe, elle est entre autres philosophe et théologienne, avec un petit livret qui s'appelait « Manifeste pour une mutation intérieure ». Et elle a basé sa réflexion sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'encore prendre des actions contre la planète Terre pour essayer de limiter la détérioration des choses, mais que la première chose à faire, c'était de réfléchir un peu de façon intérieure à la relation qu'on entretenait avec cette planète Terre. Quand vous parlez d'empathie et de qualités telles que celle-là, voilà, c'est entre autres ça qu'elle mettait en avant. Et pour essayer de structurer son discours, elle n'est pas partie du côté de discours scientifiques et de thèses scientifiques. Non. Elle est retournée à un de nos mythes fondateurs, la Genèse. La Genèse dans la Bible. Donc, plutôt que d'avancer elle aussi vers des solutions technologiques, elle a remis en valeur un type de discours qu'on a écarté depuis plusieurs siècles de ce qui fait maintenant les possibilités de donner du sens pour des actions que l'on voudrait mettre en œuvre. Bon, je m'arrête là, mais voilà, c'était juste quelques petites réflexions comme ça. Et il me semble que c'est vraiment important. Je ne sais pas de quelle façon, ça c'est à vous peut-être de suggérer des réponses. Comment mettre en évidence ce solutionnisme technologique prédominant et tenter d'amener des discours alternatifs qui ne reposent pas nécessairement sur la compilation de résultats scientifiques et statistiques. Voilà. Je ne réponds pas directement, mais je crois que donc vous l'aurez compris, pour moi le temps long est vraiment une des choses que l'écoféminisme ou ce type de féminisme-là donne. Et je voudrais réagir alors à l'intervention précédente et dire que pour moi personnellement, dans mon expérience, l'écoféminisme c'est moins de la théorie, puisqu'on a évoqué l'écoféminisme théorique, ça a été dit ici aussi. Moi, l'écoféminisme théorique, je ne vois pas très bien l'intérêt de ça. Par contre, l'écoféminisme, oui, alors on peut dire politique, mais c'est pas ça que je veux dire. En fait, l'écoféminisme, pour moi, tout concrètement, ce sont des expériences
de reclaim, de récupération, d'agentivité, de puissance, de prise sur la situation, qui sont des situations désespérantes, d'un côté, donc le reclaim dont on a déjà beaucoup parlé, et d'autre part, des récits d'héritage. Je crois que pour moi, c'est ces deux choses-là. Quand on va dans les rues et on dit « Nous sommes les les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à tuer », pour moi, ça, c'est un geste. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que c'est à nous, les écoféministes, mais assez typiquement de ce geste des écoféministes. Et donc, si je devais le définir, ce serait ça. C'est ce temps long, mais pas un temps long où on commence à faire de l'exégèse et à dire « Ah oui, mais peut-être que ça a commencé avec les Grecs, mais ça a commencé… » Non, on n'est pas dans une arène académique. Il faut bien changer les registres. Ici, c'est nous placer dans des héritages différents. Nous sommes les petites filles de qui ? Quelle est l'histoire que nous voulons continuer et quelle est l'histoire que nous ne voulons pas continuer ? Dans ce sens-là, les récits d'héritage, c'est aussi fictionnel, c'est aussi inventif, c'est voilà. Donc, comme disait Monique Wittig, et je ne l'ai même pas lu, mais c'est un slogan. Si vous ne les connaissez pas, inventez-les. Ben, il y a quelque chose de cet ordre-là. Récits d'héritage et expérience. Donc, toutes les expériences dont vous parlez, moi aussi, je me dis, bah oui, il y a quelque chose d'écoféministe là-dedans. Par contre, là où je voudrais juste rajouter un bémol, l'écoféminisme, il est là, il est opérant, il est en train de… Ça se passe, puisque c'est justement ce que je viens de dire, des récits d'héritage et des expériences de reclaim ou de récupération. Par contre, je trouve qu'une des questions qui a été posée ici et que tu nous avais envoyée aussi par mail, c'est à quel moment l'écoféminisme peut prétendre être aussi décolonial ? Et là, je dirais, attention, puisque ce n'est pas parce qu'on est écoféministe et qu'on dit en chœur, ça commence en 1492, on est bien d'accord, c'est là que ça commence, qu'on est décolonial. Parce qu'encore faut-il que ces écoféministes, comme on l'a dit, puissent créer des solidarités réelles avec d'autres femmes racisées, antiracistes, travailleuses, du care. Et ça, ce n'est pas garanti. Puisque quand on se trouve, j'en côtoie quelques-unes, des écoféministes, et qu'elles me disent « Ah oui, on va faire de la conscience et l'écologie et la conscience, on en avait parlé, et puis on va tous s'allonger dans les bois et on se reconnecte. » Ben, on se dit, ça c'est une épreuve un peu soft, quoi. L'épreuve d'aller parler d'Allah, là par contre, là, on est au travail. Vous allez s'allonger dans la forêt de soie, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas besoin d'écoféminisme pour ça. Et donc voilà, je dirais ça, et donc de ne pas trop vite accepter l'idée d'une théorie et une application, etc., parce que l'écoféminisme joue sur d'autres scènes, je crois, qui créent des différences, mais pas celle-là. Oui, et je trouve qu'elle contredit l'idée de la théorie, même si nous, on est théoriciennes, évidemment. Mais, mais je veux dire, justement, moi, ce que je trouve vraiment intelligent, c'est justement cette subversion. C'est que il n'y a rien de plus subversif que justement toutes ces pratiques, comme tu dis, et même ces positionnements écoféministes, de ne pas se soumettre, en fait, à justement des modes d'ordre, ces modes d'ordre occidentaux, liberté, égalité, et même aussi, comme tu dis, reconnectez-vous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut aussi subvertir tout ça, quoi. Donc, oui, moi je suis… Je ne sais pas, Mariam, si tu veux rebondir. Sur le solutionnisme ? Oui, c'est vrai, sur le solutionnisme. Oui, pardon. C'est vrai que le solutionnisme, moi qui ai travaillé pendant très longtemps, j'ai été embarquée dans des projets européens de technologies dites sensibles, donc des technologies dont on avait besoin d'une philosophe, en fait, et j'ai très vite compris qu'il s'agissait de m'embarquer comme la bonne conscience, en fait, de la technologie en train de se faire. Donc ça, le deuxième jour, j'avais bien compris, et j'ai failli m'enfuir, et puis finalement, je suis restée en me disant qu'est-ce qu'on peut faire voilà, évidemment, il n'était pas… Donc j'ai évidemment essayé de résister à l'ethical washing, greenwashing qu'on m'imposait. Mais alors, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que j'ai fait, c'est pas ça l'important, mais ce qui m'a semblé… ce que j'ai observé pendant toutes ces années, c'est que le solutionnisme technologique, il va vraiment avec le capitalisme. C'est peut-être un peu très simple de le dire comme ça, et peut-être que je n'avais pas de nouveau besoin de longues années d'observation, mais en fait, si, c'est présenté, parce que la manière dont les technologies nous sont présentées, évidemment, on est peu dupe du côté marketing, etc., mais en même temps, j'ai l'impression qu'on garde une sensibilité, peut-être un amour, peut-être un peu caché vis-à-vis des technologies, avec cet espoir qu'en fait,
ils pourront résoudre certains problèmes. Et sur le dérèglement climatique, on voit bien qu'en fait, il y a quand même toujours un maigre espoir en disant peut-être que tous ces gens-là, ils ont compris quelque chose et vont nous apporter. Et peut-être que ce sera une technologie qui ne sera pas infligeante, une technologie verte. Et donc là, on a envie de dire, est-ce que ça peut vraiment même un jour exister, une technologie verte? Donc, alors, au-delà de est-ce que ça pourrait exister ou pas, au-delà de ce débat-là, il y a vraiment, je pense, à déconstruire cette idée qu'on délègue en fait ce qu'on va identifier comme étant des problèmes sociétaux à une technologie. Donc là, je pense que d'un point de vue politique, il y a vraiment à travailler sur cette délégation systématique des problèmes sociétaux que nous avons créés, que nous essayons aussi de formaliser. Parfois, nous formulons mal même le problème, et du coup, la solution même technologique, elle n'est pas adaptée. Et donc, là, il y a vraiment une réflexion très importante à avoir, et qui doit justement, à mon avis, en revenir à qu'est-ce que c'est une vie digne, qu'est-ce que c'est vivre dignement. Et ça a un rapport avec le soin, mais ça a un rapport aussi avec la place qu'on veut occuper dans tous les espaces à différentes échelles qu'on occupe dans le monde. Donc ça, je pense que c'est très très important. Mais on est pris dans un discours qui est très envoûtant, hein, parce que les technologies, ça peut être aussi des choses extrêmement simples. Et donc voilà, la délégation à la technologie, c'est un peu le mirage, à mon avis, dans lequel on est. Et ça, en Afrique, de manière, on va dire, générale, on n'est pas forcément prêt à absorber ces solutions technologiques. Par exemple, avec Covid, travailler en ligne sur des plateformes, je suis bien d'accord, mais pour des gens qui n'ont pas d'électricité. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est ce que vous déplorez, qu'il y ait d'autres choses que la technologie. Ben, c'est ça que nous, en fait, nous vivons et nous continuons à expérimenter. Et je pense que au final, c'est voilà, d'avoir des ponts en fait, avec comment chacun pourrait en fait prendre chez l'autre. Parce que nous, on n'a pas justement ce solutionnisme technologique, on ne l'a pas en fait. Et on ne peut même pas l'absorber. Même si on le veut, en fait. C'est seulement à une faible quantité qu'on peut l'absorber. Et donc, on continue des modes de vie plutôt traditionnels, plutôt un petit peu plus protecteurs de l'environnement, etc. Et je pense qu'au final, on a des choses assez changeantes. Exactement. Tout à fait. Bonsoir. Mariam, tu as esquissé un propos que j'aimerais que tu creuses un peu, c'est la différence entre les villes et les campagnes, les zones rurales. Tu as parlé des femmes dans les villes qui ont une vision et une pratique du féminisme et des luttes féministes qui est peut-être un peu différente par rapport aussi aux besoins, hein, et aux différences qui existent justement entre les villes et les campagnes. Le deuxième point, c'était par rapport aux solutions plus globales. Tu as été à la COP, par exemple, et la question du lien entre le genre et le climat tel que c'est fait, il y a eu des dénonciations sur le fait que cet aspect n'est pas assez pris en compte. De par ton travail à ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux en dire? Quels sont les contacts que tu as pu nouer? Et je pose la question aussi à Nathalie, à Bénédicte. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la réflexion écoféministe, on considère qu'au niveau politique, ce lien, cet aspect genre n'est pas assez pris en compte, concrètement, aujourd'hui? Et dernière chose, Mariam, moi j'ai remarqué, au niveau des femmes qui émergent, on a parlé de la complexité des situations en Afrique. On voit que le leadership féminin sur ces questions, on le retrouve beaucoup dans les pays anglophones, dits anglophones. Donc Wangari Maathai, aujourd'hui on a Vanessa Nakate, on a Liz Watuti au Kenya, etc. Et tu es l'une des, je vais dire, il y en a, mais celle qui émerge le plus et qu'on connaît le plus au niveau francophone. Comment tu pourrais expliquer cela? Est-ce qu'il y a une explication politique, sociologique, etc.? Voilà, merci.
Ben, merci. En fait, les femmes dans les villes et les campagnes, il y a des différences, mais en même temps, elles ne sont pas si fortes que ça, ces différences. Parce qu'en fait, même dans les villes, les femmes, bon, on va dire, elles ont quand même, il y a les infrastructures qui sont là, le mode de vie, quand même accès à de l'eau potable, l'électricité et tout, mais encore, c'est précaire, il y a des délestages, des coupures d'électricité et tout, Internet qui n'est pas stable, mais quand même en ville, voilà, c'est quand même des villes, et puis il y a des grandes villes africaines très bien développées, avec toutes sortes d'infrastructures, mais toujours est-il que dans le monde rural, c'est vraiment l'agriculture, la ferme, c'est l'élevage, c'est moins d'écoles, moins de centres de santé, moins d'électricité, etc., moins de routes et tout. Donc en fait, en termes d'infrastructures sociaux de base, les femmes en ville sont plus, en tout cas, dotées que celles des campagnes. Maintenant, en termes, sur le plan, on va dire, des droits, il n'y a pas vraiment de différence, hein, parce que la femme à la campagne, elle vit, par exemple, une polygamie. Et la femme en ville, dans sa belle maison, avec tout son confort, elle a aussi une coépouse. Donc, en fait, les problèmes auxquels elles sont confrontées se ressemblent. Il y a quelques différences, mais sur le plan, on va dire, des défis sur certaines thématiques, voilà, santé de la reproduction, le statut marital, l'accès à l'énergie, le pouvoir économique. Les femmes en ville aussi, elles sont pauvres comme ces femmes-là dans le milieu rural, sauf que dans le monde rural, voilà, tout ce qu'elles font, elles cultivent, elles se nourrissent de ce qu'elles cultivent, voilà, elles vivent différemment. Mais en ville aussi, voilà, les femmes, elles ne travaillent pas. Et celles qui travaillent, elles sont dans l'informel, c'est pas pris en compte, elles sont occupées par les travaux de soins non rémunérés, même en ville. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les femmes, on va dire, des organisations de la société civile qui portent en fait les voix de ces femmes-là, en ville, elles sont quand même plus présentes, plus fortes, et avec quand même cette capacité de faire des analyses, de faire ces réflexions-là sur les courants féministes, l'écologie, le climat et tout ça, de connaître les conventions internationales, les lois nationales, de faire du plaidoyer, de voir les décideurs en pouce pour des lois et tout ça. Donc les femmes, on va dire en ville, c'est comme si c'est à elles qu'on confie en fait cette mission de par leur formation et leur capacité, mais c'est alimenté par ces femmes-là à la base en fait. Par exemple, nous à FLED, voilà, on est en ville, mais en même temps, comme je le dis, nos cibles à Bamako, par exemple, c'est ces femmes-là dans les quartiers périphériques qui vivent un peu comme dans le monde rural, en fait, avec très peu de moyens, très peu de confort et tout ça. Donc, elles, ce sont nos cibles pour la plupart de nos activités, on va dire, d'autonomisation économique. Donc, c'est vers nous qu'elles viennent, en fait, en cas de violence, tous les défis qu'elles ont, en cas d'élection, ce qu'elles veulent. Donc, on joue en fait ce relais, et parfois il y a des critiques et qui sont justes, disant que voilà, les femmes leaders sont quand même, il y a un fossé entre elles et les femmes à la base. Ce qui, je reconnais, dans certains cas, ça reste vrai, c'est de rester en ville, de ne pas aller sur le terrain, de ne pas voir ce qui se passe et tout. Mais en même temps, ce que nous vivons est assez proche, en fait. C'est les mêmes problèmes. Mariage précoce, violence, pauvreté, discrimination, patriarcat, faible présence dans la vie publique, etc. Oui. Et oui, genre et climat, c'est... Non, le lien, il est très fort. Comme je l'ai dit, il est très fort, et les femmes sont les premières à en être conscientes, à agir, et malheureusement aussi à être des actrices, on va dire, quand même de destruction, faute d'alternative. Hein. La question de l'énergie est très, très problématique, et ça rejoint ce que je disais, voilà, dans le monde rural, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie solaire. Donc voilà, on utilise toujours le bois, c'est malheureux, mais il n'y a pas d'investissement, par exemple, dans l'énergie solaire. Alors que
voilà, dans plusieurs de nos pays, en fait, on a la potentialité de produire l'énergie solaire, mais en très grande quantité, mais pour différentes raisons, notamment, on va dire, sécuritaires et financières, ça coûte quand même très cher, ça ne voit pas le jour. Et de plus en plus, il est important de parler du climat, du genre et de la sécurité, surtout dans notre région, le Sahel maintenant, parce qu'en fait, tout ce qu'on voit maintenant en termes d'instabilité politique dans des pays comme le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina, surtout dans la zone des 3 frontières Mali, Niger, Burkina, avec la floraison de tous les groupes terroristes qui sont là-bas, le Nigeria aussi, c'est lié au climat. Parce que ces communautés-là, c'est des communautés pastoralistes, nomades et sédentaires qui vivent soit de l'agriculture, soit de l'élevage. Et il n'y a plus de sources d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pâturage, les pluies sont rares. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Trafic d'armes, prolifération d'armes légères, toutes sortes de criminalités et malheureusement les groupes terroristes qui sont venus et qui recrutent parmi les jeunes. Et donc, les femmes, elles se retrouvent, elles n'ont plus de mobilité pour aller justement pour les travaux de soins, chercher l'eau et le bois parce que tu peux te faire enlever, tuer, agresser, etc. Donc, en même temps, c'est ton pouvoir économique aussi qui est affecté. Il n'y a plus d'école, tu ne peux pas accéder à l'école non plus. Et voilà, donc l'environnement continue à se dégrader, la sécurité aussi continue à se dégrader et les discriminations aussi continuent en même temps. Donc, moi, non seulement c'est genre et climat, et maintenant de plus en plus, en tout cas au Sahel, c'est de mettre les questions de sécurité aussi. Et oui, les anglophones, oui, c'est ce grand mythe-là quand nous vivons en Afrique. Voilà, les anglophones sont les plus fortes que nous. Oui, mais en fait, ça s'explique. C'est que si vous prenez les données, elles étudient plus que nous, c'est tout. C'est aussi simple. C'est pas autre chose. Vous prenez le taux de scolarisation au Kenya et au Mali, vous aurez la réponse. Et le niveau, on va dire, de développement en termes d'infrastructures de base, comme je l'ai dit, écoles, centres de santé, les routes, l'électricité. Voilà, pour étudier, je suis désolée, il faut avoir des écoles, il faut avoir des routes pour aller à l'école, il faut avoir de l'électricité. Donc, on ne peut pas mettre, en fait, ça avance ensemble. Et il se trouve que la plupart des pays, on va dire, anglophones d'Afrique, en tout cas de l'Est, le Ghana maintenant c'est un pays émergent. La Côte d'Ivoire s'en sort très bien, le Sénégal aussi. Donc le Mali, il y a 20 ans, on était très, très avancé, en tout cas sur le plan de l'éducation, mais on a connu pas mal de crises, on va dire, politiques, et très, très liées au climat, hein, tout ça. Et aussi, évidemment, aux inégalités de genre, parce qu'on ne pourra pas avancer avec les discriminations. Et donc, il ne faut pas voir ça d'un angle... La seule explication, c'est que plus les gens étudient et le nombre de femmes dans la vie publique là-bas, c'est très élevé. Et ce, depuis déjà plusieurs années, par rapport à nous. Nous, on a toujours eu genre 10%, mais eux, ils ont déjà passé les quotas depuis très longtemps. Vous allez voir des femmes, voilà, très, très... avec des PhD qu'ils ont fait à la London School, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est ça, en fait, c'est là que réside la différence. Et même, on les voit dans la COP, voilà, c'est elles elles sont devant, elles sont dans les groupes. Et nous, voilà, pas qu'on est à la traîne, mais genre, on est obligé de les suivre parce que c'est elles qui sont devant depuis. Elles nous ont genre précédées, on va dire. Donc, c'est à nous aussi de rattraper. Mais ça, moi, je le fais sans complexe, mais c'est, comme je l'ai dit, c'est important de parler de ce qu'on vit, de nos priorités et de comment nous voulons avancer et où nous voulons aller, en fait. Donc, nous, pour l'instant, il y a en tout cas au Sahel, c'est pas le Mali, dans le Sahel aujourd'hui, notre préoccupation majeure, c'est la sécurité et qui est directement liée au climat et les inégalités de genre. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si... C'est bon? Merci. On va encore prendre 2 questions et puis on arrêtera. S'il y en a 2 ou une, c'est bien aussi.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question un peu pour tout le monde. En fait, je vois que dans le titre du débat, il y a décoloniser les regards. Et tout à l'heure, vous parliez de l'importance de faire les connexions entre les différentes femmes, les différentes expériences. Et du coup, je me pose la question sur la manière dont on pose une question de débat, la manière dont on pose un débat. Et surtout quand on veut décoloniser le regard. C'est juste que je vois que vous êtes la plupart de l'université de Saint-Louis. Et c'est vrai qu'on aurait voulu entendre la parole, par exemple, des femmes travailleuses ou des femmes qui sont tout simplement issues de l'immigration ici en Belgique, parce que le regard nord-sud, le regard croisé nord-sud, c'est aussi au nord, c'est-à-dire les femmes issues de l'immigration. Et on n'entend pas souvent parler d'elles, en fait. Et c'est un peu dommage qu'on aille chercher les regards lointains ou qu'on aille chercher des expériences lointaines alors qu'on a des problèmes ici qui sont tout aussi importants. Et juste pour compléter ce que Anatou vient de dire, ma collègue du collectif, on est du collectif Mwanamke, Afroféministe Belge, on sent en fait qu'il y a un gros fossé dans la manière dont effectivement les questions sont abordées, parce que nous, on suit les réalités, on est en contact aussi sur le terrain, et Madame Diallo l'a vraiment mis en exergue de manière tout à fait judicieuse. C'est que quand ici on parle de reclaim, quand on parle d'aller parler dans des assemblées européennes, eh bien sur le terrain, les femmes parlent de famine, de comment est-ce que des fillettes sont déscolarisées parce qu'elles vont pas pouvoir faire des chemins, elles vont pas pouvoir aller à l'école. Et donc ici, on voit qu'en fait, il y a une scission entre les pays. Ici, on parle plutôt, avec la manière dont le débat est orienté, l'Afrique et l'Europe. En fait, on est en train de réactiver cette scission entre le Nord, le Sud et le Nord. Et en fait, on réitère ces rapports coloniaux et donc on ne rentre pas dans un vrai processus de décolonisation parce que les réalités sont beaucoup trop éloignées. Et donc dans la manière, quand on regarde dans les grands rassemblements mainstream au niveau de l'écologie, la plupart du temps, les activistes, sauf certaines, parce qu'elles viennent un peu colorer le casting, eh bien la plupart du temps, ces voix sont silenciées, marginalisées, et donc ça pose vraiment question aussi de, comme l'a dit Anatou, comment est-ce qu'on pose les mots. Effectivement, et ça a été souligné par Madame Diallo, vous allez parler aux femmes, que ce soit en Guinée, au Niger, où on en a rencontré beaucoup, elles n'utilisent pas ces mots-là, en fait. Donc ça aussi, c'est une réflexion à enrichir de manière globale sur, à quel niveau on se situe, qui parle à la place de qui est concerné, quelle voix va peser. Et donc, c'était un petit peu notre réflexion. Je ne sais pas si Sophie, tu veux en dire quelque chose ou pas. Tu veux que je réponde? Oui. Du coup, pour ce soir, je me présente, je suis Sophie Wustefeld, je suis la coordinatrice pour Etopia du cycle de conférences, parce que ce n'est pas un one-shot. Donc, décoloniser les regards, c'est un projet qu'on mène avec Calvin Suarez, dont le but est bien d'entrer dans cette démarche. Et on sait bien que c'est une démarche et un processus, et que ces conférences sont une forme d'aboutissement, mais sont aussi un point de départ pour l'organisation dans laquelle on travaille. Pour ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Aurélie Muloa a fait l'introduction de la soirée, notamment pour introduire cette perspective précisément des femmes afrodescendantes qu'on n'oublie pas. Mais il se trouve que, pour le dire gentiment, l'université belge est encore aussi aujourd'hui un monde extrêmement ségrégué et que malheureusement, les spécialistes de l'écoféminisme et des féminismes en lien avec l'écologie qu'on a en Belgique francophone sont des femmes blanches. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans vos doctorantes ou dans les post-doctorantes qui émergent, on est passé à côté de quelqu'un, et dans ce cas, je serais ravie aussi de pouvoir faire leur connaissance par la suite. Mais voilà, pour le moment, l'université est aussi, et on compose pour nos panels avec les spécialistes que l'on connaît, effectivement. Mais je voudrais déjà vous annoncer la 3e conférence. Donc, je vous invite à aller revoir la première conférence qui mettait en scène Olivier de Scutter, Blandine Sankara et Mar Bissoka, qui avait eu lieu le 28 avril dernier. Et je vous invite aussi à déjà
bloquez la date du 13 octobre 2022 dans vos agendas pour une conférence sur l'universalisme qui réunira Myriam Baafou, Mame Fatou Niang, et Alain Policard, et qui sera modérée par Calvin Suarez. Donc je vous remercie pour votre remarque, elle est tout à fait pertinente, c'est quelque chose qui fait partie de notre réflexion. Mais voilà, c'est bien un chemin et c'est pas... Oui, oui, mais tout à fait, je suis d'accord. Attendez, il faut que je vous passe le micro parce que sinon, pour l'enregistrement, on ne va pas vous entendre. Alors, merci pour votre réaction. Et notre remarque, en fait, c'était plus sur la question, c'est une remarque générale, hein, en général, voilà, en Belgique, même en France, qui est expert, qui ne l'est pas. En fait, quand on aborde ces questions, les femmes qui sont les premières concernées sont expertes de par leur expérience et il y a un postulat ici qui doit vraiment être pris en compte, surtout quand on traite de ces questions-là, c'est que l'expérience est une expertise. On ne parle pas de recherche, de diplôme, etc. Et donc, c'est aussi intéressant de croiser les perspectives, ça s'inscrit dans une démarche de décolonisation des savoirs. Et, effectivement, quand on ne prend pas ça en compte, on parle à la place de quelqu'un d'autre et c'est une forme de censure. Et donc, c'est vraiment important. Ouais, merci pour vos commentaires qui rejoignent, je pense, certains autres. En effet, on est, comme le disait Sophie, en chemin, mais probablement très loin parce qu'on est... Enfin, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Etopia est quand même... voilà, une association qui est liée plutôt au monde de la recherche et donc avec ces habitudes-là, on en parle parfois entre nous, mais en fait c'est hyper long à déconstruire, y compris pour nous. Mais heureusement, si ça peut vous rassurer, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais on voit l'intérêt, genre on sait de quoi vous parlez et on se dit bah oui, en fait pourquoi on n'a pas fait ça, mais par contre on n'a pas encore ces réflexes-là, donc merci. Mais en même temps, quand moi je parle, j'ai pas l'impression de parler. En même temps, je suis moi-même, je suis aussi au-delà des titres, et chacune de ces femmes aussi a une histoire, a une appartenance ici, et ça aussi, ça ressort. Je pense que quelque part, nous parlons chacune en notre nom en tant que femme aussi. J'aimerais abonder voilà, dans ce sens. Donc c'est quand même assez subtil aussi. Oui, parce qu'en parlant, c'est pas comme si... Il faut faire un peu attention quand on dit c'est toujours ceci ou cela. Le nord-sud, je suis d'accord. Je me suis sentie moi-même un peu coincée et je crois qu'on l'a senti. Et en même temps, on voulait trouver un cadre pour pouvoir se parler. Quand on dit que les académiques sont des blanches, j'aurais envie de dire, par honneur pour mon père, qui est issu de l'immigration, qui est algérien, qui n'a pas eu la vie facile, non. Voilà. Et si je continue à insister sur le fait qu'il faudrait peut-être parler d'Allah plutôt que d'aller dans les forêts, c'est peut-être parce qu'il y a une vie familiale derrière. Donc, ça m'a beaucoup aidé, le white passing. On pense que je suis blanche et c'est parfait. Ça m'a beaucoup aidé. Mais il faut y aller mollo, les amis. Il faut y aller mollo parce que vous ne savez pas ce qui nous, même en tant qu'académiques, nous motive à aller de l'avant et à dire des choses contre l'objectivité, contre les sciences, contre la technologie et tout ça. Donc juste du tact et allons-y avec du tact les unes par rapport aux autres. Donc de juste faire attention. Par contre, travailleuse, certes. Par contre, une féministe musulmane, j'aurais adoré avoir aussi un panel. Et donc c'est pour la suite. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le dirais. Mais juste faites attention avec ces catégories un peu trop rapides. Et effectivement, moi, j'ai l'impression d'avoir parlé à la place d'une travailleuse ou d'une... J'ai bien parlé quand même de là où j'étais par rapport à l'écoféminisme. Donc voilà, donc pas trop vite, not so fast.
vraiment, dans ce sens-là. Même dans les politiques et le militantisme le plus radical, on a besoin de tact si on veut créer des solidarités entre les femmes, mais vraiment, hein, on a besoin de tact et de diplomatie, d'articulation, d'attention, attention, attention. En assistant à différentes conférences, on a plus ou moins le même genre de panel devant nous qui parle de féminisme. Mais bon, le féminisme concerne toutes les femmes. Donc nous voudrions tout simplement voir une plus grande variété de femmes et d'expertise. Calvin, tu veux intervenir? Non, c'est juste par rapport au concept. Je ne vais pas rentrer dans le fond parce qu'en étant homme, je ne vais pas me prononcer sur le fond. Je parle d'organisation parce que lorsqu'on a organisé ce concept, on s'est posé la question, hein, et on s'est dit, effectivement, il y a des questions qui ne sont pas abordées dans le monde écologiste aujourd'hui, qui sont liées à l'extractivisme, qui sont liées à l'exploitation, et qui ne sont pas connues du tout. Mais alors, du tout. Et donc, l'idée, c'était de partir de l'international pour ensuite arriver à ce qui se passe. On a discuté, est-ce qu'on commence par les femmes afrodescendantes ici ou est-ce qu'on commence par l'extérieur? Et donc, la deuxième phase, effectivement, comme on en a parlé, ce sera d'aborder ce que vous dites, très simplement. Oui, bon, je ne sais pas s'il faut faire un débat dans le débat, mais c'est quand même un débat intéressant, je trouve, voire très, très intéressant. Mais j'avais quand même juste envie de rebondir en disant que je trouve ça très juste sur la question des savoirs. Enfin, de toute façon, tout est juste, c'est pas ça, mais qu'on le sait, en fait, ça fait partie d'ailleurs de l'histoire occidentale qu'on se raconte de l'écoféminisme, quoi, que le savoir populaire a été colonisé ou extrait par les hommes. Enfin, donc il y a un enjeu vraiment à aller redonner de la valeur à nos savoirs, à toutes et tous, et comme tu le disais, à nos vécus, à nos expériences, plutôt qu'à un savoir théorique. Voilà, c'est très compliqué, je pense, pour nous de le faire là où on est. Enfin, en tout cas, c'est clairement un long cheminement, mais je vois vraiment très bien l'intérêt que ça a de le faire. Voilà, mais je voulais juste quand même abonder dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose probablement qui d'ailleurs nous met toutes un peu mal à l'aise de toujours reparler de l'écoféminisme de manière théorique. Enfin, parce qu'en fait, il y a quand même cette histoire qui se raconte de c'est quoi l'écoféminisme, qu'il faut plus ou moins toujours raconter pour être sûr que le public est au courant de ce dont on parle. Et à la fois, quelque part, c'est sûrement, je pense, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans l'écoféminisme. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas s'il y a encore une intervention. Oui, allez, on prend la dernière et puis on clôture. Voilà, moi, je ne veux pas rajouter un clou au cercueil. Mais voilà, moi, je viens du monde associatif et donc les méthodologies m'intéressent toujours beaucoup. J'ai appris l'écoféminisme par les livres, mais les pratiques aussi m'ont beaucoup interpellée. Je sors du festival polyphonie écoféministe du Monde selon les femmes. On a fait très attention aux méthodologies. J'ai eu plusieurs intervenantes sur l'écoféminisme et plusieurs m'ont dit plus jamais on intervient quand on n'est pas dans un cercle. Et c'est vrai que pour moi, la dynamique du cercle, en termes de dynamique qui évacue les hiérarchies, qui donne des prises de parole différentes, etc., est très importante et efficace. Et donc moi, j'appelle à Ethiopia, en tout cas, si vous reparlez de l'écoféminisme, faites le cercle. Ok, merci. Bon, ben, on va conclure. Je voulais conclure quand même très rapidement sur un tout petit mot et un remerciement surtout. Donc pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore compris, hein, l'écoféminisme, en tout cas en Europe, c'est cette idée qu'on peut faire des analogies entre la condition des femmes et la condition de la nature, quoi. Donc dans la condition des femmes et de la crise écologique. Voilà, et je trouve que merci Mariam d'être venue parce que tu nous rappelles quand même, on le sait, mais tu nous rappelles vraiment très concrètement qu'en effet, quand
les conditions écologiques se dégradent, en fait. Alors probablement on ne peut pas tout associer aux conditions écologiques, il y a d'autres phénomènes bien sûr, mais quand les conditions écologiques se dégradent, ça se dégrade aussi quasiment automatiquement en fait pour les femmes. Je pense encore plus au sud, mais aussi au nord, c'est très clair, vous l'avez dit aussi dans la salle. Nous, on va peut-être plus parler de manière générale des classes populaires. Ça se dégrade pour les classes populaires. C'est une absolue certitude pour plein de raisons, parce qu'ils sont beaucoup moins bien situés, beaucoup moins isolés, beaucoup plus proches des environnements dégradés. Voilà, ils auront moins accès aux technologies, etc. etc. Et ça vaut évidemment pour partout dans le monde. Et donc, à la fois plus exposés et moins de ressources en fait, pour faire face à l'exposition. Donc ça, c'est plutôt les questions en fait, de justice environnementale, mais quelque part qui drainent la question évidemment du féminisme et de l'écologie. Et voilà, je trouvais important en effet de remettre au centre cette réalité en fait, à laquelle vous faites face déjà, à laquelle on fait face sans le savoir, à laquelle on fera de plus en plus face. Et donc dire que, en effet, probablement qu'on ne traite pas la question de la bonne manière, mais je pense quand même qu'il y a un réel enjeu à traiter ces questions-là et à se rendre compte que, et alors moi je l'associe plus de manière générale, comme je le disais, aux classes populaires, mais les femmes sont surreprésentées chez les pauvres, y compris en Occident, quoi. Donc les femmes de toute façon sont très concernées, mais que aujourd'hui je pense que la priorité c'est d'adresser la question écologique en se disant mais en fait qui est touché en premier lieu par la crise écologique, qui, comment et à quel point ça va, les inégalités en fait se reproduisent et s'accentuent en fait, et donc il faut arriver à tenir tous ces sujets main dans la main si c'est possible. Il y a un enjeu quand même assez énorme, voilà, qui est en fait l'enjeu de l'égalité, hein, mais qu'on peut prendre au travers de plusieurs angles. Voilà, donc je voulais te remercier d'être venu, vous remercier aussi voilà, de nous avoir quand même éclairé plus sur l'histoire de l'écoféminisme, mais ça me semble toujours intéressant de le faire. Voilà, je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de la fin, vous, ou si on termine comme ça. Voilà, très bien. Bon, ben merci beaucoup, merci au public d'être resté jusqu'à maintenant.